Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagnerai lors de ces aventures. Aujourd'hui, c'est un épisode bonus. Je vous propose le récit de la randonnée d'Olivier de Strasbourg à Hendaye en pleine canicule, tel qu'il l'a vécu, écrit et envoyé pour validation de la diagonale. Son récit correspond à l'épisode du 27 mars 2024. Les récits sont lus par les diagonalistes et enregistrés par leurs propres moyens. Olivier, à toi. Comme les années précédentes, la rédaction du compte-rendu fut un curieux exercice de mémoire. D'un tel voyage, on retient d'abord les temps forts, comme les beaux paysages, les monuments, les rencontres ou les difficultés. Mais à cause de la fatigue, on oublie aussi beaucoup d'autres moments. Alors revoir les photographies que j'avais prises et visualiser l'itinéraire sur des photographies aériennes m'a permis de me rappeler de certains instants que j'avais non pas vraiment oubliés, mais du moins stockés au fond de ma mémoire. Dans mon tout premier compte-rendu de Diagonale, Dunkerque-Menton en 2021, j'avais déjà évoqué l'état second dans lequel je m'étais retrouvé. Mon énergie était mobilisée par mon corps pour le faire bouger et non pas par mon esprit qui lui fonctionnait plutôt au ralenti. J'avais ressenti également cet état second l'an dernier pendant la Diagonale Brest-Strasbourg. Alors en repartant cette année, ce n'était quand même pas pour retrouver cet état qui me donne un peu l'impression de ne pas assurer totalement la maîtrise de moi-même, mais vraiment pour aller à la découverte de régions que je ne connaissais absolument pas. Cette année, avec Thierry, nous avions planifié la diagonale sur 5 jours, avec 2 petites étapes, au départ et à l'arrivée. 5 jours et 4 nuits très courtes, avec donc très peu de sommeil. L'itinéraire, très beau, avec un dénivelé modéré par rapport à la distance, environ 9000 mètres de dénivelé prévu, fut cependant très ondulé. La chaleur que nous avons endurée tout au long du parcours a bien fatigué nos organismes. Ce ne fut donc pas une diagonale pour débutants. Je termine ce préambule en ayant une petite pensée pour Marc, Serge et Gilbert, saristes qui nous ont très amicalement accueillis et accompagnés en Alsace et au Pays Basque. C'est vraiment toujours très très appréciable. Merci beaucoup à eux. Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier Cohen. Je vais aujourd'hui vous faire la lecture du compte-rendu de la diagonale Strasbourg-Hendaye que j'ai parcouru avec mon ami Thierry Morix du 21 au 25 juin 2023. J'avais intitulé ce récit Strasbourg-Hendaye, pas une diago pour débutants. Mardi 20 juin 2023, Dunkerque-Strasbourg. Nous avons voyagé par le train, tout d'abord par le TER, puis par le TGV, en y embarquant dans les vélos non démontés. Sur ce trajet, aucun retard. Ce fut un élément important pour éviter le stress. À Paris, nous avons fait une petite pause croissant chez un boulanger ayant reçu le prix du meilleur croissant d'Île-de-France. Nous avons ensuite pris le TGV vers Strasbourg. Et à la gare, nous avons été accueillis par Marc, diagonaliste, qui était déjà venu à notre rencontre l'an dernier lors de la dernière étape de la diagonale Brest-Strasbourg et que j'avais ensuite accompagné au début de sa diagonale Dunkerque-Menton au mois de juillet 2022. Marc avait réservé une table dans un restaurant de spécialité alsacienne au cœur de la vieille ville. Et je m'y suis régalé d'une poêlée de spätzle, des pâtes alsaciennes et d'une énorme part de forêt noire. Bah oui, il faut bien accumuler de l'énergie pour le lendemain. Nous avons ensuite passé la soirée à discuter de vélo et de diagonale, bien sûr. Après le dîner, Marc nous a guidés jusqu'à l'hôtel en prenant les pistes cyclables qui sont très nombreuses à Strasbourg. Mercredi 21 juin 2023, Strasbourg-Belfort, 144 km. Avec Thierry, nous débutons la matinée par un solide petit déjeuner, puis partons visiter le centre-ville que Thierry ne connaît pas. Strasbourg est vraiment une ville superbe, parcourue par de nombreux cours d'eau, des canaux et riche d'un patrimoine historique splendide. Peu avant 13 heures, nous faisons tamponner notre carnet de route au commissariat de police de Strasbourg, puis prenons la route. Rapidement, nous empruntons une piste cyclable le long d'un canal, cap au sud. Nous ne la quitterons qu'au bout de 47 ou 48 km. Ce fut la plus longue ligne droite que j'ai jamais parcourue. Nous progressons au début assez rapidement, souvent à l'ombre des arbres. C'est bien agréable car la chaleur commence à se faire sentir. Nous traversons la plaine d'Alsace avec ses grandes cultures et peu à peu nous nous rapprochons des Vosges dont nous apercevons la ligne à droite vers l'ouest.
À l'est, nous distinguons le massif de la Forêt-Noire en Allemagne. Nous traversons des villages alsaciens aux maisons aux couleurs pâte d'amande, du vert, du bleu, du rose et aux balcons qui sont très fleuris. Bien sûr, nous sommes aussi contents de voir des cigognes et leurs petits sur des nids haut perchés, sur des plateformes aménagées sur le toit des maisons. Ma transmission au niveau de ma roue arrière cliquette. C'est agaçant car je sens que les rapports passent mal et que je perds de l'énergie. À Guebwiller, nous décidons de nous arrêter chez un vélociste qui rapidement resserre la cassette et redresse la patte de derrière qui était un petit peu tordue suite à une chute au printemps, et je n'avais pas remarqué. Je me sens un peu piteux d'avoir loupé l'entretien de mon vélo. Merci à ce vélociste en tout cas d'avoir interrompu son travail pour pouvoir me dépanner. Nous avons maintenant quitté le chemin de halage au bord du canal et nous sommes maintenant sur la route des vins, beaucoup plus ondulée. Nous traversons de jolies forêts et nous sommes récompensés de nos efforts en montée par de beaux toboggans avec parfois des virages serrés. C'est un véritable régal à descendre. Nous arrivons à Belfort en début de soirée. Nous traversons le centre-ville qui est très fréquenté et embouteillé car c'est la fête de la musique. Dans la lumière du soleil couchant, j'aperçois au-dessus de la vieille ville l'immense lion de Belfort, la fameuse sculpture de Bartholdi, qui est bien plus grande que sa réplique parisienne, et c'est vraiment impressionnant. Une fois installés à l'hôtel près de la gare, nous allons vite dîner dans un petit restaurant à proximité, car nous voulons nous coucher tôt. Aujourd'hui, ce n'était qu'un échauffement et les véritables choses sérieuses commencent demain. Jeudi 22 juin 2023, Belfort-Digoin, 299 km. Aujourd'hui, réveil à 3h du matin pour un départ prévu à 4h. L'hôtel a aimablement accepté de nous préparer un bon gros petit déjeuner bien avant l'heure habituelle. Nous discutons avec le veilleur de nuit qui, comme bien d'autres personnes, a du mal à imaginer que nous puissions entreprendre une randonnée d'une telle distance dans un temps si limité. À la sortie, il fait frisquet. Nous enfilons nos manchettes et coupe-vent. Nous commençons l'étape en cherchant notre chemin dans la ville plongée dans le noir. En effet, l'éclairage public est encore éteint. Heureusement, bien sûr, nous avons nos GPS. Le soleil commence à poindre à peu près à partir de 4h30. À 5h, nous admirons un joli lever de soleil au travers d'une petite brume et découvrons la campagne du territoire de Belfort, ondulée et couverte de nombreux bois. Nous passons ensuite dans le département de la Haute-Saône, puis dans le Doubs, avant de revenir en Haute-Saône. Nous longeons de près ou de loin le cours de l'Ognon, une rivière délimitant les deux départements, parfois sur une voie verte, parfois sur la route départementale peu fréquentée en ce début de matinée. Nous faisons une pause à Rio pour tamponner notre carnet de route et prendre un deuxième petit déjeuner salé. Après Marnay, nous repassons dans le Doubs juste avant d'entrer dans le département du Jura. Nous atteignons Auxonne en Côte d'Or, au bord de la Saône, en milieu de journée et nous y ravitaillons dans un supermarché. Puis nous pique-niquons dans un abribus à quelques kilomètres plus loin, à Lapeyriere-sur-Saône. Le temps se couvre, il fait chaud et lourd, et la pluie ne tarde pas. Mais heureusement, on ne dure pas. Nous enchaînons maintenant les kilomètres, un peu anesthésiés par la chaleur. Le deuxième contrôle de la journée est à Sœurs, au franchissement de la Saône. Apparemment, il y a du trafic fluvial touristique par ici. Je remarque aussi pas mal de cyclistes qui circulent sur la voie bleue, un itinéraire vélo long de 700 km allant de Lyon au Luxembourg, en passant le long de la Saône et de la Moselle. J'attends avec impatience notre arrivée à Chagny, en Haute-Saône, où nous emprunterons une longue voie verte le long du canal du Centre. Nous y arrivons 37 km plus loin. Le canal du Centre joint le bassin versant de la Saône à celui de la Loire en traversant les côtes de Bourgogne. Il a été creusé à flanc de versant en suivant les courbes de niveau. Il monte doucement en marge d'escalier, les biefs, délimités par les écluses, de Chagny à Montchanin, la partie la plus haute, puis redescend vers Montceau-les-Mines. À Montchanin, nous observons plusieurs grands étangs. Ce sont les réserves d'eau qui alimentent les biefs du canal en aval. La circulation sur la voie verte, souvent à l'ombre et à proximité de l'eau, est très agréable, délassante même. Parfois, il est vrai que le balisage n'est pas très lisible et qu'il faut bien analyser le paysage pour savoir quand on doit passer d'un bord à l'autre du canal. Mais si tout était si facile et indiqué sur nos GPS, où serait l'aventure ? De bonnes averses nous surprennent à Saint-Julien-sur-Daune, mais nous sommes bien équipés, avec nos vêtements de pluie.
Celle-ci s'arrête un petit peu avant Mont-Solémine en début de soirée. Nous traversons la ville. La voie verte est terminée. Il faut maintenant passer par la départementale qui longe le canal. Mais la circulation est vraiment très très calme. Nous quittons ce canal à Genelard pour filer vers Digoin à 25 km de là. C'est là que le canal du Centre rejoint la Loire. Le parcours est bucolique et ondulé. Je trouve que le paysage ressemble à celui de la Bretagne. Nous arrivons à l'hôtel, le Relais du Canalou, en milieu de soirée. Nous y sommes parfaitement accueillis, avec le sourire, nos vélos sont mis à l'abri et le repas est servi malgré l'heure tardive. C'est vraiment très agréable après une longue journée de route. Maintenant, douche, repas et dodo. Vendredi 23 juin 2023. Digoin-Tulle, 262 km. Les vibrations du réveil nous arrachent à un sommeil profond et trop court. Une fois encore, nous nous levons aux aurores, avant même, à 3 heures. Nos gestes sont automatiques et lents. Nous prenons la route vers 4 heures après avoir bien mangé. Thierry a tracé un itinéraire très optimisé, minimisant dénivelé et distance, pour rejoindre le plus aisément possible Tulle, le chef-lieu de la Corrèze, de l'autre côté du Massif central. Nous savons cependant que cette étape sera la plus difficile de la diagonale. Il y aura quand même près de 3800 mètres à grimper, avec beaucoup d'ondulations. Dans les premiers kilomètres, nous empruntons de toutes petites routes étroites, très bucoliques, certes, mais sur lesquelles nous avons l'impression de ne pas progresser. Elles sont sinueuses et pas toujours en très bon état. Nous nous résignons à reprendre la route départementale principale 1 heure après le départ. 1 heure plus tard encore, nous nous arrêtons à La Palisse, où nous admirons un superbe château accroché au versant d'une petite vallée, celle de la Brèbe, dominant la ville avec sa haute façade. Nous prenons un deuxième petit déjeuner. Depuis hier, j'ai un peu mal au ventre. Peut-être est-ce parce que j'ai bu trop de café, trop fort, ou trop de boissons gazeuses. Alors je commande du thé. Le premier contrôle du jour est à Vichy, à 70 km. La ville est très coquette. L'architecture ressemble à celle de bien des villes thermales ou balnéaires du début du XXe siècle. Nous franchissons l'Allier qui draine la dépression de la Limagne, grande zone de culture céréalière. À l'horizon, nous distinguons la chaîne des Puys, les volcans d'Auvergne. Je me souviens de vacances que nous avions passées en famille il y a 3 ans au sud de Clermont-Ferrand et pendant lesquelles nous avions gravi le Puy-de-Dôme puis visité la région. À Aigues-Perses, nous nous arrêtons pour nous ravitailler. La chaleur commence à être vraiment sensible. Il faut prendre soin de bien s'hydrater avec de l'eau minérale pour compenser nos déperditions en sel par la sueur. À Combronde, à peu près à 105 km, débute la première vraie difficulté de la journée. Une côte de 10,5 km avec une pente moyenne de 5%. Rien de surmontable, bien sûr, quand on prend son temps, mais la chaleur rend l'effort difficile. Notre vitesse chute, bien sûr, et nous ne pouvons pas créer de vent par notre déplacement. Nous avons l'impression d'être dans un grille-pain. Il faut prendre notre mal en patience et grimper tranquillement. Au sommet de la côte, à Teleid, nous déjeunons à l'ombre d'un abribus en bois. Nous avons trouvé le menu idéal, du moins il nous convient bien. Salade de pâtes, fromage blanc et banane. Nous avons beau nous hydrater et nous mouiller, il est difficile de nous rafraîchir. Thierry essaye de dormir un peu à même le sol de l'abribus, mais n'y parvient pas. Nous entrons maintenant sur le plateau au nord de la chaîne des Puys. Un plateau, c'est plat et c'est haut, comme dit un ami à moi. Bon, certes oui, mais ce peut être aussi très découpé par de petites rivières et donc très ondulé. Et c'est bien le cas ici. Les côtes s'enchaînent. La fonction Climb Pro de mon nouveau GPS est pratique pour visualiser le profil topographique de l'itinéraire, les zones de pente et pour préparer l'effort, même si parfois les indications sont un petit peu perfectibles. Juste avant le lac de Fad-Besserve, à 137 km, nous nous régalons dans une belle descente avec de longs lacets. Descente que nous payons juste après avec un joli pétard de catégorie 4, 1,9 km, 7% en moyenne et des passages à 13%. Mais ça n'est qu'un pétard parmi d'autres, puisqu'il y en a 17 référencés sur mon GPS. Mais tous ne sont pas recensés. Ça fait mal, ça pique les jambes.
Heureusement, les paysages du Puy-de-Dôme sont vraiment magnifiques. Le contrôle suivant est à Pont-au-Mur à 150 km et c'est là que nous atteignons le milieu de la diagonale. En franchissant le Chavanon, un petit cours d'eau, nous entrons en Corrèze. Nous avons vraiment l'impression de ne pas avancer. C'est compréhensible avec ce parcours casse-pattes et la chaleur. Nos corps se sont mis en mode économie d'énergie et ce n'est sans doute pas plus mal et il ne faudrait vraiment pas se mettre dans le rouge. En fin d'après-midi, nous parvenons à Ussel. Le centre-ville ancien est vraiment très très joli. Thierry téléphone à l'hôtel à Tulle pour prévenir de notre arrivée tardive. Le prochain contrôle est à Égletons, à 235 km. Comme nous sommes en retard, nous décidons d'y manger. L'accès au village, perché en haut d'une colline, est vraiment très raide. C'est une côte de 4e catégorie, avec un passage à 18%, dans lequel on a failli mettre pied à terre. Mais en fait, non. Nous ne trouvons qu'un seul restaurant ouvert à 20h30, qui s'appelle Au Papy d'Égletons. La propriétaire accepte de nous préparer une délicieuse et copieuse salade composée. Tant mieux parce que nous avons besoin de fraîcheur. Depuis Ussel, nous roulons sur une départementale heureusement peu fréquentée. C'est moins joli que sur les petites routes, mais au moins nous avançons plus régulièrement. Hélas, Thierry subit une crevaison, mais qui est vite réparée. C'est une pause presque bienvenue pour nos organismes fatigués. Le soleil s'est couché. Les derniers kilomètres avant d'arriver à Tulle sont en descente. Nous filons vers l'hôtel à l'entrée de la ville que nous atteignons à 22h30. Et comme d'habitude, c'est douche et au lit. L'essentiel. Samedi 24 juin 2023. Tulle, Mont-de-Marsan, 298 km. 3 heures. Réveil. Petit déjeuner rapide dans la chambre d'hôtel. Habillage en prévision du temps frais. Nous avons pris nos habitudes du petit matin, des actes réflexes, presque sans hésiter maintenant. Un peu après 4 heures, nous sommes sur les vélos et entamons une longue descente vers Tulle. La ville est encaissée dans la vallée profonde de la Corrèze. Dans la nuit, nous ne voyons pas grand-chose. Quelques quartiers accrochés à un versant pentu, une grande tour assez laide, style années 70 ou 80. Nous entendons le grondement de l'eau de la Corrèze que nous longeons. Nous filons aisément sur une départementale déserte en faux plat descendant. Des tunnels permettent de couper les méandres de la rivière. Nous atteignons Brive-la-Gaillarde, à 30 km, au petit matin, vers 5h30. Le temps est un petit peu brumeux. En nous élevant un petit peu sur le versant de la vallée, nous passons au-dessus d'une mer de nuages, et c'est vraiment superbe. Nous parvenons dans la vallée de la Vézère que nous longeons par une petite route très agréable à l'ombre des arbres, parfois au pied d'affleurements rocheux. Le paysage me rappelle certains que j'avais déjà parcourus dans le département de la Vienne. Nous nous arrêtons à Terrasson, à 55 km, pour le deuxième petit déjeuner. À la boulangerie, je commande un grand café et un pain une chocolatine, pardon. Attention à l'incident diplomatique. En adoptant le parler local, je me confonds avec la population indigène. Nous franchissons ensuite la Vézère, nimbée de brouillard. Nous entrons dans le département de la Dordogne. Thierry me raconte qu'il venait en vacances dans les environs avec ses parents, ses frères et ses sœurs quand il était plus jeune. Il me promet de belles surprises pour la matinée. En effet, je ne serai pas déçu. Quelques kilomètres plus loin, nous traversons la petite ville de Montignac-Lascaux, à 71 km, là où se situent les fameuses grottes ornées de peintures rupestres préhistoriques. Hélas, pas le temps pour une visite. Il y a beaucoup de monde en ce début de matinée. Il faut être prudent dans la circulation. Un peu plus loin encore, juste avant Tonac, nous apercevons dans la brume le château de Los, juché sur le sommet d'une petite falaise au-dessus de la rivière. Nous arrivons dans le Périgord noir. Un peu plus loin encore, alors que la brume se lève, nous arrivons à Pézac-le-Moussier, à 86 km. C'est un village construit au pied et à flanc de falaise avec des habitations troglodytes dominant la rivière. Le paysage est vraiment splendide. Le premier contrôle de la journée a lieu au Zézy, à 96 km. C'est également un village en partie troglodyte bâti en pied de falaise au bord de la Vézère.
Je suis surpris par la forme d'une des falaises, véritablement en surplomb au-dessus de la route et de la rivière. Sans doute celle-ci s'est-elle enfoncée dans le plateau calcaire en se décalant progressivement et a sculpté la falaise pour créer ce promontoire. Nous en profitons pour manger un peu. Nous parvenons à Limeuil, au confluent de la Vézère et de la Dordogne. Celui-là est dominé par le château et les jardins panoramiques éponymes. Sur le pont enjambant la Vézère, Thierry prend une photographie de son petit cycliste, sa petite mascotte. C'est une habitude quand il franchit un nouveau cours d'eau. L'eau des deux rivières est couleur café au lait, tant elle est turbide. Par la suite, la route quitte le fond de la vallée et grimpe sur le plateau. Cela se traduit par quelques bosses bien marquées et fatigantes à monter, alors que la température grimpe elle aussi. À Cadouin, 123 km, nous ne trouvons pas d'épicerie pour acheter à manger. Nous nous contentons alors d'une belle part de flan à la boulangerie. Déjà, la chaleur est difficile à supporter. Les villages traversés sont tous vraiment très beaux et très soignés. À Beaumontois en Périgord, 137 km, nous faisons un petit détour pour aller nous ravitailler pour le déjeuner dans un supermarché. Et je suis très étonné du nombre de clients anglais et du fait que la caissière s'adresse à eux dans leur langue. La communauté anglaise est très nombreuse dans les environs. Nous pique-niquons dans un square non loin de là. Continuons notre route vers le sud-ouest et entrons dans le département du Lot-et-Garonne. J'espérais rapidement arriver dans la vallée ou dans la plaine du fleuve, mais ce n'est pas le cas. Les bosses continuent à s'enchaîner, le parcours est casse-pattes, et il fait chaud. Si chaud, trop chaud, comme dans un four. Au soleil, le thermomètre de mon GPS atteint 40 degrés lors d'un arrêt. Souvent, il faut faire des pauses pour trouver de l'eau. Je ne sais plus exactement où, mais la fontaine de la place d'un petit village était à sec, alors que nous n'avions presque plus d'eau. Nous avons alors quémandé à un vieux grand-père qui prenait l'air à l'ombre devant sa maison pour remplir nos bidons. Il l'a fait volontiers. Dans la campagne, les champs de tournesol et de maïs s'étendent à l'infini. Les contrastes avec le ciel bleu sont magnifiques. Van Gogh aurait sans doute aimé ces couleurs. Nous parvenons enfin dans la vallée de la Garonne vers 16h30. Il semble que par ici, une des spécialités agricoles soit la culture des amandes. Nous en apercevons de nombreux champs. À Gontaut de Nogaret, à 198 km, nous découvrons une jolie halle de marché à structure bois, surmontée d'un petit beffroi avec une horloge. Peut-être est-ce le nom du village qui m'inspire, mais en tout cas, je me mets à fredonner des chansons de Claude Nougaro. Nous sommes pourtant loin de Toulouse. Le terrain est maintenant complètement plat. Hélas, cela ne dure pas. Après avoir franchi la Garonne par un beau pont suspendu en pierre et en métal, nous entamons une montée raide au Mas d'Agenais, à peu près à 207 km, donc une petite ville perchée au-dessus du fleuve. C'est aussi ici que nous validons le deuxième contrôle de la journée dans une boulangerie et que nous achetons une autre part de flan. Sans doute un jour, Thierry et moi écrirons un livre, La France des parts de flan. C'est bon le flan, ça rafraîchit, ça cale et ça donne de l'énergie. En sortant de la boulangerie, nous veillons à rester un petit peu à l'ombre tant il fait chaud, mais il faut bien repartir. Maintenant, j'attends avec impatience les Landes que l'on m'a promises toutes plates. Mais pour le moment, la route monte et descend sans cesse. Et il fait toujours aussi chaud, aussi chaud, aussi chaud. Nous montons, puis descendons, montons, puis descendons, montons, puis descendons dans la chaleur. Nous avons tout juste suffisamment d'énergie pour nous hisser en haut des côtes, très lentement, si possible en souplesse. Vers 18h30, à Casteljaloux, à 223 km, nous faisons une petite pause ravitaillement pour le soir. Nous avons prévu de manger en cours de route car nous arriverons très tard à l'hôtel à Mont-de-Marsan, notre destination du jour. J'attends Thierry, assis sur un banc devant le supermarché. Nous nous relayons ainsi l'un et l'autre lors des ravitaillements. À son retour, en me relevant du banc, j'ai un vertige. Est-ce dû à la fatigue, à la chaleur, à la déshydratation? Peut-être aux trois. Je bois bien pour me réhydrater. Et puis, il faut repartir. Heureusement, la température commence enfin à baisser.
À quelques kilomètres de là, nous entrons enfin dans la forêt des Landes, puis dans le département du même nom. Je craignais que la circulation sur les routes toutes droites soit dense, mais il n'en est vraiment rien. Nous sommes quasiment seuls. Nous traversons des villages nichés au cœur de la forêt. Je suis étonné de constater la superficie des propriétés. Les jardins sont immenses et la densité des habitations est vraiment très faible. Nous commençons aussi à voir des arènes pour les courses landaises. Nous cherchons un petit coin où pique-niquer, avec si possible une table ou un abribus, mais nous ne trouvons rien. Finalement, nous nous arrêtons dans l'herbe au bord de la route. Personne ne vient nous déranger. Nous recevons des SMS de 2 saristes qui nous proposent de faire un bout de route ensemble demain lors de notre dernière étape. Nous nous fixons rendez-vous. Rouler à la tombée du jour et à la fraîche serait maintenant presque plaisant si je n'avais pas si mal aux fesses. Hélas, cela m'arrive à chaque diagonale à partir du 3e jour. Nous apercevons un chevreuil, un sanglier et un faisan qui traversent la route devant nous. Mais la forêt semble très calme. Les pins y sont mathématiquement alignés, sans autres essences. Seules des fougères poussent en dessous. Ce n'est pas une forêt, mais un champ d'arbres, me dira au retour un ami à moi. Ce n'est certes pas une formation végétale fabuleuse pour la biodiversité. Il y a encore quelques petites bosses à passer avant d'arriver à Mont-de-Marsan en fin de soirée. Heureusement, le personnel de l'hôtel, prévenu par Thierry, nous a mis de côté une grosse salade composée avec des œufs. Notre chambre est au rez-de-chaussée et nous pouvons y rentrer nos vélos pour qu'ils dorment à l'abri. Dimanche 25 juin 2023, Mont-de-Marsan, Hendaye, 160 km. Courage, c'est aujourd'hui la dernière étape. Comme d'habitude, nous partons vers 4 heures. Nous quittons la banlieue nord de Mont-de-Marsan et plongeons rapidement dans le noir. 1h30 après, à Tartas, nous cherchons une boulangerie ouverte au centre du village, puis dans une zone commerciale. Mais il est encore trop tôt, tout est fermé. C'est à Ponton-sur-Adour que nous pouvons enfin nous restaurer. Nous y croisons un groupe de cyclistes qui s'est donné rendez-vous non loin de là, sans doute pour la balade du dimanche matin. Nous traversons Dax, 63 km, sans nous y attarder, et continuons en direction de Saubus, au bord de l'Adour, où nous avons rendez-vous avec Gilbert et Serge, 2 saristes qui nous guideront jusqu'à Bayonne. Ils nous proposent d'emprunter la voie verte le long du fleuve. Si le trajet est un peu plus long que celui prévu par Thierry, il comportera moins de dénivelé. L'itinéraire est très calme et agréable. Je suis étonné par la largeur, le débit et la turbidité du cours d'eau. Gilbert m'explique que, dans sa partie aval, l'Adour est un estuaire et que l'onde de marée remonte jusqu'à Dax. La voie verte est édifiée sur une digue qui sépare le fleuve de son ancien lit majeur, autrefois inondable. L'Adour méandre beaucoup, ce qui permet d'éviter la lassitude de longer d'interminables tronçons rectilignes. Nos 2 compagnons roulent bien, ils sont encore frais. Au bout de quelques kilomètres, passé l'entrain des retrouvailles, je sens la fatigue arriver déjà. De plus, le temps s'est couvert et un vent d'ouest sensible nous ralentit. Nous diminuons un petit peu le rythme. À Hurte, 106 km, nous passons en rive gauche de l'Adour et entrons dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Le vent a encore forci et doit bien atteindre 25 km/h. Je reste en queue de peloton et suis parfois un petit peu distancé. Il me tarde d'arriver sur le littoral où nous virerons de bord pour trouver un vent latéral. Dans la basse vallée de l'Adour, notre parcours emprunte parfois la route départementale ou parfois la voie verte. Nous parvenons enfin à Bayonne, 122 km, premier contrôle de la journée vers 11h30. Le centre-ville est vraiment admirable, avec de grandes places et des alignements de belles façades. Nous achetons des sandwichs dans une boulangerie. Serge nous offre des gâteaux basques, une délicieuse spécialité locale. On dirait de grands palets bretons en pâte sablée avec de la crème dedans. Serge et Gilbert nous conseillent pour la suite d'éviter la ville de Biarritz où la circulation est difficile à cause de l'affluence touristique, du plan de circulation et du relief, et de partir directement vers le sud-ouest par la route départementale via Anglette, même si celle-ci n'est pas très agréable, puis de prendre la route de la Corniche à Saint-Jean-de-Luz. Effectivement, la circulation est très dense sur cette voie en milieu urbain. De plus, la route monte constamment. Parfois, nous pouvons rouler un peu plus aisément en empruntant la voie de bus, sans certitude d'ailleurs que cela soit autorisé.
L'aéroport de Biarritz, nous continuons sur la départementale en délaissant les aménagements cyclables qui ce sont des pistes sur trottoir trop mal conçues à notre avis. À l'entrée de Bidart, nous pouvons enfin quitter la route et nous laissons glisser vers le rivage en contrebas. Le village est vraiment charmant avec des maisons basques typiques, blanches à volets rouges. Par la suite, nous alternons les passages par la route principale et la corniche. Nous passons à Guétary et arrivons à Saint-Jean-de-Luz. C'est la fête de la ville. Les gens sont habillés de noir et portent un foulard rouge autour du cou. Il y a de la musique, les bars et les terrasses sont bondés. Il y a également une fête foraine. Nous devons donc traverser le centre-ville à pied. Une fois franchi la Nivelle, le cours d'eau se jetant au fond de la baie, nous longeons le rivage de Cibourg jusqu'à la plage de Sokoa. Là, nous prenons la route de la Corniche au sommet de la falaise en direction du sud-ouest. Le trajet est très ondulé et assez venteux. Il faut faire attention dans les descentes avec le vent latéral. Le panorama sur la mer, à notre droite, et devant nous et à gauche, sur les Pyrénées, dans les nuages, est majestueux. Par endroits, la route est rétrécie par des barrières. La falaise s'éboule, la chaussée s'affaisse et des crevasses apparaissent dans le macadam. Alors, prudence. Nous arrivons à Hendaye, 160 km, en longeant le domaine d'Obadia, puis la grande plage face à l'océan Atlantique. Nous mettons ensuite le cap vers le centre-ville, puis longeant les rives de l'estuaire de la Bidassoa. En m'arrêtant prendre quelques photos, je perds Thierry de vue. Lui connaît le chemin, car il était déjà venu ici lors d'une double diagonale. Menton, Hendaye, Dunkerque. Je me trompe de route et dois faire un petit détour en faisant le tour de l'emprise ferroviaire de la gare par une promenade en bois longeant le rivage. Nous nous retrouvons devant le commissariat de police. On nous avait dit qu'il était fermé le dimanche et qu'il faudrait nous contenter de faire une photo devant la pancarte d'entrée. Au moment du cliché, nous avons la surprise de voir le portail s'ouvrir automatiquement. Il y a un agent de faction à l'accueil. Une policière nous accueille aimablement. Elle a l'habitude de voir débarquer des diagonalistes en demande d'un coup de tampon sur leur carnet de route. Nous discutons quelques minutes avant de ressortir. Voilà, c'est terminé. Enfin, ou déjà. Nous envoyons un SMS pour prévenir Pascal Bachelard, le délégué fédéral de la FF Vélo en charge des diagonales, de notre arrivée, puis téléphonons à nos familles. Thierry est fatigué et souhaite rapidement aller à l'hôtel pour se doucher et se reposer. De mon côté, je reprends le vélo et file vers la frontière espagnole pour y faire une photo. La frontière, c'est bien, mais il serait dommage de ne pas aller un peu plus loin. Allez, direction le centre-ville d'Irun, à quelques centaines de mètres de là. Je suis un petit peu déçu du paysage urbain. Ce sont des grands boulevards tirés au cordeau, bordés de grands immeubles modernes sans charme. Je cherche mon chemin dans la circulation, puis retourne vers Hendaye. L'hôtel Santiago, où nous avons réservé, est aussi un repère de diagonalistes. Nous y sommes très bien accueillis et installés. Hélas, le temps gris, presque pluvieux, n'est pas favorable à un plongeon dans la piscine. Nous profitons de la fin d'après-midi pour regarder à la télévision les championnats de France de cyclisme qui se déroulent cette année à Cassel, pas très loin de chez nous à Dunkerque. Les images aériennes prises par l'hélicoptère sont vraiment superbes. Cela fera sans doute une belle promotion pour la région. En ce début de soirée, nous partons à la recherche d'un restaurant où manger. En ce dimanche soir, rares sont les établissements ouverts. Nous trouvons finalement une pizzeria, La Dorée, en face de la gare. Sur Google Maps, les avis sont très bons. Effectivement, je ne peux que la recommander. J'y ai mangé une des meilleures pizzas de ma vie. Chèvre, miel et oignons confits. Le patron utilise, tant que faire se peut, des produits locaux. Les boissons proposées, bière, jus de fruits et limonade sont également locales et bio. Lundi 26 juin 2023. L'épilogue, Hendaye, Dunkerque. À la gare d'Hendaye, il y avait beaucoup d'Espagnols. C'est un peu des paysans. C'est ici la première gare française à la frontière et un TGV mène directement à Paris, pratique pour aller visiter la capitale. Notre voyage de retour vers Paris s'est effectué sans encombre ni retard. La traversée de la ville a été parfois un peu rock'n'roll avec la circulation. Le trajet vers Dunkerque, lui, fut un peu plus perturbé par un retard de train entre Paris et Amiens. Ayant raté une correspondance, au lieu de passer par Arras, nous avons dû prendre un autre TER circulant via Lille. Mais quand on voyage à vélo en TER, il faut être très adaptable au niveau des horaires.
Merci beaucoup Olivier et un grand merci à tous d'avoir suivi ce récit. Si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager, des commentaires, n'hésitez pas à me contacter par email à diagonaliste@gmail.com. Très belle sortie à vélo. Au revoir.